Comment améliorer ses relations au travail lorsqu'on a un TDAH? J'ai mon petit carnet, mes petites notes, je vais te partager tout ça. J'ai 3 points assez simples à voir. On va essayer de détailler un petit peu tout ça. Pour moi, le premier point, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est TDAH, on a des difficultés de planification, d'organisation. On peut peut-être faire des fautes d'étourderie, et ainsi de suite. Il ne faut pas hésiter à prendre son courage à deux mains et d'aller voir quelqu'un et de lui dire « j'ai besoin de toi ». Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Ça nous évite de partir dans l'erreur. Moi, par exemple, le premier, j'ai bossé pendant 7-8 ans dans un club d'athlétisme. Job relativement simple sur certaines tâches. Par exemple, encadrer les gamins, où j'avais pas beaucoup de problématiques avec le TDAH. Mais par contre, lorsque je devais planifier des compétitions, avoir un calendrier sur l'année, je devais envoyer des mails aux familles, mettre un lien d'inscription, et puis par exemple dire bon bah on va se donner rendez-vous tel jour à telle heure. Dans l'objet du mail, je te mettais une date, on se donne rendez-vous le 15 juin. Dans le texte du mail, je marquais ce sera le 16 juin, et dans le lien d'inscription du mail, je mettais que c'était le 14. Et j'étais tout le temps en train de faire des méga boulettes comme ça. Du coup, j'avais un retour de la part des parents qui était « écoute, on ne sait pas quel jour c'est ». Voir le collègue qui me dit « t'es débile ou quoi ?» Et avec du recul, je me suis dit « ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ça ?» Et bien simplement demander de l'aide. « Écoute, est-ce que tu peux relire le mail? Est-ce que par exemple mes dates elles sont toutes bonnes ?» Et ça m'évite justement d'aller dans l'erreur. Et derrière, d'avoir quelqu'un qui va me faire des remarques, que ce soit les parents, mes collègues, ainsi de suite. Là, je parle d'une tâche qui est très simple. On peut être dans n'importe quel travail. Et voilà. Et vous pouvez décliner ça dans toutes les situations. La planification, c'est pareil. Je pense que, je sais pas, je vais mettre moi, dans mon cas de figure, un événement sportif à telle date, mais sachant que cette date-là, il y a plein de choses. Il y a peut-être d'autres événements sportifs le même jour, les grands. Moi, j'avais les petits. Est-ce que les minibus sont disponibles ou pas? Le fait d'en discuter avec les collègues, de demander qui fait quoi, quand, où, comment, et de vérifier si jamais toutes les informations sont bonnes, ça limite justement de faire des erreurs. Parce que si le jour J, je me retrouve au départ avec les jeunes et que j'ai ni car, ni minibus, ni voiture pour les emmener, par exemple, c'est pas possible. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide. Donc, sur relire, corriger, planifier. Et je mettais aussi dans l'organisation. Je ne sais pas si j'ai un autre exemple qui me vient en tête, pas forcément là pour le moment, mais peu importe. Tous les cas de figure, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est important. D'une certaine manière, ça permet donc soit de vérifier qu'on ne fasse pas l'erreur, soit voir sur le long terme de progresser. Parce qu'on voit l'autre personne faire. Et après, simplement par mimétisme, on voit ce qui fonctionne de manière logique, parce que l'autre exerce la tâche ou l'action. Et nous, en regardant, en écoutant, en répétant l'action plusieurs fois, ça nous permet de mieux faire. Et moi, au fur et à mesure des années, la première année, c'était relativement catastrophique. Et si je suis resté aussi longtemps, c'est qu'en fait, j'ai réellement réussi à apprendre à de mieux en mieux m'organiser, de mieux en mieux planifier, ainsi de suite. Et donc à faire de moins en moins d'erreurs parce que j'ai regardé comment les autres font. Je n'ai pas hésité à demander de l'aide. Deuxième point, respecter les normes sociales. C'est quelque chose qui est, pour certains, c'est logique de respecter les normes sociales, mais lorsqu'on est TDAH, on a quelques difficultés. La première auquel je pense, c'est par exemple le respect des horaires. C'est très très dur d'être à l'heure, que ce soit au début de la journée du travail, à un rendez-vous, une réunion, même voire peut-être à rendre un travail, des travaux dans un temps imparti. Je me rappelle à l'école, c'était l'enfer de devoir rendre des devoirs qu'on devait faire à la maison et les rendre le jour J, bref. Je dis à l'école ou à la fac, peu importe. Donc il faut essayer de regarder comment les autres procèdent et pareil, par mimétisme, essayer d'aller à faire comme il se devrait que l'on fasse les choses. La majorité des gens aiment quand on est à l'heure, aiment quand on rend des travaux dans les temps, ça je viens de le dire. La majorité des gens aiment par exemple quand on est en réunion, qu'il y ait un temps de parole qui soit défini entre les uns et les autres, qu'il y ait un respect de la prise de parole des autres. Et quand par exemple on est TDA avec un H, donc on a un petit peu d'hyperactivité, peut-être même d'impulsivité,
eh bien ça peut nous arriver par exemple de couper la parole, de ne pas écouter ce que les autres disent et de rester buté sur ce qu'on a envie de raconter, parce que nos idées sont importantes. Est-ce qu'elles sont vraiment plus importantes que les autres? Pas tant que ça. Mais en prenant du recul, voilà, il y a des choses à gérer là-dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier point, qu'est-ce que j'ai? Moi, par exemple, j'avais un petit défaut, ou gros défaut peut-être même. il faut que je l'accepte, gros défaut. Lorsqu'un collègue rentrait au sein du bureau, on était maximum 4, 5, des fois il y avait des bénévoles qui venaient, et que j'étais focus sur une tâche, j'essayais de me focaliser sur une tâche, ça me dérangeait quand la personne rentre dans le bureau. Mais cette personne-là, elle ne sait pas qu'elle vient de me déranger, elle ne s'en rend pas compte, entre guillemets, que je suis TDAH. Elle vient juste dire bonjour à toutes les personnes dans la pièce. Peut-être demander une information à l'un des salariés, et moi je me mettais toujours un petit peu en mode en retrait, en recul, bonjour, et puis j'essayais de terminer mon truc en essayant de ne pas être dérangé, parce que ça me prenait une énergie mentale de fou d'aller voir à côté, de dire bonjour et de revenir. Et du coup, forcément, ça crée une très mauvaise ambiance. Ça crée une très mauvaise ambiance, parce que les gens ils disaient, mais en fait, Val, il est pas sympa. Il me regarde pas dans les yeux, il me dit pas bonjour, il me fait pas de sourire et compagnie. Alors qu'en fait, avec du recul, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais non, mais en fait, je suis en faute dans la norme sociale. Même si je le fais pour mon bien, c'est trop égoïste. Donc, plusieurs cas de figure. Soit, si j'ai pas envie d'être dérangé dans mon travail, il faut que je ne sois pas dans le bureau. Soit il faut que je matérialise quelque chose comme quoi j'ai pas envie d'être dérangé. Donc, peut-être d'avoir, par exemple, un casque de sécurité qui montre que j'occulte le bruit. Le mieux, ça reste le télétravail pour pouvoir être focus dans des tâches. Mais voilà, donc j'ai pris du recul là-dessus. Je me suis dit, ok, j'arrête ma tâche. Je regarde mon interlocuteur, je prends le temps de lui dire bonjour et je dis que je vais retourner dans ma tâche parce qu'il faut que j'avance et qu'il va falloir que je me reconcentre et que ça va être difficile pour moi, quoi. Et d'ailleurs, tu vois, ça en amène sur la communication. J'étais déjà quasiment en train de dire ce troisième et dernier point. Au niveau de la communication sur le TDAH, pour moi, il est important de communiquer pour essayer d'expliquer ce qu'est le TDAH. Et je vais prendre un exemple concret. Quand on voit quelqu'un passer avec un fauteuil roulant, il arrive devant une porte. On voit bien que c'est compliqué. Voire même avant même qu'il essaye d'ouvrir la porte, on le sait, on a l'habitude. On voit bien que cette personne sur son fauteuil, putain, la poignée elle est super haute, la porte elle est super lourde, il faut reculer avec le fauteuil en même temps. C'est la galère. On voit que cette personne a un handicap pour franchir la porte d'entrée. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? On va tout simplement le voir. Salut, comment ça va? Est-ce que tu veux que je t'ouvre la porte? Et on l'aide. C'est logique. Sauf que sur le TDAH, ça se voit pas. Les gens comprennent pas qu'on puisse procrastiner sur une action, être en retard ou je ne sais pas quoi, parce qu'ils pensent que ça devrait être normal. Et bien du coup, il faut essayer de communiquer là-dessus. Alors attention, quand je dis communiquer, il ne faut pas prendre le TDAH comme une excuse. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis TDAH que je justifie le fait que je suis en retard, impulsif, ceci, cela. Non, attention. Il ne faut pas prendre cette partie de handicap comme une justification à tous nos maux, toutes nos problématiques, et du coup, à des fois, surcréer des problématiques. Et je veux vraiment, mettre un petit, entre guillemets, un petit attention par rapport à ça, je ne sais pas si entre guillemets c'est le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand je dis communiquer, c'est communiquer, déjà expliquer ce qu'est le TDAH, pour ceux qui ne comprennent pas du tout. Si les personnes ont envie de l'entendre et de l'écouter, on ne peut pas les forcer à apprendre quelque chose qu'ils ne veulent pas entendre. Et c'est ok. C'est comme, peu importe le sujet, on ne peut pas forcer quelqu'un à parler politique à un repas s'il n'en a pas envie. C'est pas grave. Si la personne n'a pas envie, on ne force pas. Mais si la personne est ouverte, on peut du coup exprimer c'est quoi les critères du TDAH. Donc en fait, quels sont nos symptômes, comment est-ce que ça fonctionne au niveau dopaminergique, la dopamine dysfonctionne dans le cortex préfrontal, par exemple. On peut, une fois qu'on a vulgarisé, partager nos ressentis, notre fonctionnement interne, notre vision des choses en tant que TDAH et de montrer qu'il y a un petit décalage. Que ce décalage, il n'est pas grave, entre guillemets, mais on essaye d'expliquer pourquoi est-ce que la situation, elle est vécue d'une manière différente entre les différents individus. Et on pourrait aussi, justement, j'aime bien moi prendre cet exemple du fauteuil, de dire que là c'est visible, comme quelqu'un qui a des lunettes, si elle casse ses lunettes, on voit qu'elle a les lunettes dans la main, on s'imagine qu'elle ne voit pas très bien. Et donc on peut peut-être l'aider à chercher les lunettes qui sont tombées par exemple au sol, à remettre le carreau dans les lunettes. Prendre des exemples extérieurs et les ramener à nous. Et c'est une possibilité, quoi.
Donc voilà pour ces 3 points. L'idée avec ces 3 points, c'était quoi en fait? Pour donner une petite conclusion, c'est d'essayer d'apaiser les tensions au sein des équipes. Moi, j'ai connu des tensions que j'ai très certainement causées. Il y a aussi d'autres personnes qui ont peut-être causé des tensions, mais j'aime bien, moi aussi, me remettre en question et me dire que je peux améliorer mon quotidien. Je ne peux pas changer la vie des autres, mais je peux agir sur mon quotidien. Et donc, tout ce sur quoi je peux agir, j'essaye d'avoir une petite action, je ne dirais pas quotidienne, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, en apaisant les tensions, d'une certaine manière, on améliore l'ambiance quotidienne, forcément, et donc ça donne beaucoup plus envie de pouvoir être en relation avec les autres, d'échanger, et, voilà. Et voir les gens vont même beaucoup plus facilement venir nous aider dans ces situations-là ou être plus compréhensifs. Forcément, comme les gens vont être plus compréhensifs, ça va éviter les conflits, ça va éviter les remarques, les critiques, les choses comme ça. Et donc, ça va nous permettre d'augmenter notre confiance en nous, voire même notre estime de soi. Et à partir de ce moment-là, nous, mentalement, en tant que TDAH, si on se sent mieux, peut-être valorisé, forcément, mentalement, on est mieux. Si mentalement, psychiquement, on est mieux, derrière, dans notre quotidien, on va soit le rendre aux autres, et donc il va y avoir cette émulsion collective de positivité, soit nous, ça va nous permettre de continuer de valider le fait que les actions qu'on a mises en place sont positives, et donc d'avoir envie de continuer de mettre en place ces actions positives. Donc si j'étais à l'heure, on me dit « Ah putain, c'est bien, aujourd'hui tu as été à l'heure », même si ça paraît rien du tout et c'est bête, et bien d'une certaine manière, j'ai été à l'heure, je te propose de la dopamine, et donc la prochaine fois, j'ai envie de refaire une chose pour avoir ce petit shot de dopamine. Et dernier truc, forcément, pour moi, c'est tellement important. En fait, c'est de pouvoir kiffer au travail. Le travail, on va y passer toute notre vie. Toute notre vie dans le sens où au moins une quarantaine d'années, peut-être plus si les retraites s'éloignent, 8 heures par jour. Putain, mais si on kiffe pas au travail, la vie elle est chiante, la vie elle est noire. Et souvent, quand on était TDAH, déjà à l'école c'était dur, le relationnel, le fait de devoir respecter un cadre, des règles, des consignes, c'est dur. Et faisons tout pour améliorer notre quotidien, de kiffer au travail, et les journées seront bien meilleures et on aura envie d'y aller, ainsi de suite. Et c'est un cercle vertueux derrière. Si j'améliore l'ambiance, j'augmente ma confiance, mon estime, je kiffe au travail. En fait, tout va s'auto-alimenter pour que ce soit bien que meilleur. Voilà pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce et compagnie. On se retrouve dans une prochaine. C'était Val. Ciao!